Tout le monde est là? Tout le monde m'entend? Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne Griveau, je travaille pour le cluster ODIS et je suis en charge d'animer cette journée. Donc, je ne vais pas parler beaucoup, juste vous souhaiter la bienvenue pour cette journée où on va essayer de balayer le sujet de la rénovation énergétique et savoir comment massifier, comment innover, comment valoriser les gains de la rénovation. Je vais inviter tout de suite Patrice Joubert de l'Université de La Rochelle pour introduire cette journée. Donc, alors Patrice, tu m'as dit exactement ton titre et je l'ai déjà oublié, tout va bien. Donc, je vais te laisser la parole. Je sais que tu es directeur du patrimoine et du développement. Vas-y, redis-nous ce que tu es. Vice-président patrimoine et développement durable de l'Université de La Rochelle, ou de La Rochelle Université pour l'acronyme officiel. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux d'être là ce matin. Je vous prie d'abord d'excuser le président de l'université, Jean-Marc Augier, qui n'a pas pu être présent et qui m'a donc confié le plaisir d'ouvrir cette journée. La Rochelle Université, on est très engagé dans les questions de rénovation énergétique des patrimoines à plusieurs niveaux. On va pouvoir l'illustrer assez rapidement au cours de la matinée et de l'après-midi. Très engagé parce que on fait partie des... Je dirais, même si notre université est relativement jeune et que c'est un petit poussé par rapport à beaucoup d'universités françaises, on fait partie des 18 millions de mètres carrés que représentent les bâtiments universitaires à l'échelle française. Donc 18 millions de mètres carrés, c'est un parc évidemment très important. C'est souvent un parc qui est assez dégradé parce qu'il n'a pas forcément été très bien entretenu pour des tas de raisons, et donc un patrimoine qu'il est très urgent de pouvoir rénover de façon efficace, ne serait-ce que pour, je dirais, nos obligations communes, que sont la stratégie nationale bas carbone et les objectifs 2050 dans laquelle la France s'inscrit, et évidemment pour également la maîtrise des charges immobilières des universités qui pèsent très lourdes dans les budgets. Donc nous sommes investis dans ces opérations. Nous essayons, lorsque nous arrivons à obtenir des financements suffisants, à rénover des bâtiments, même s'ils sont relativement récents, à les rénover de façon, je dirais, efficiente. Et actuellement, nous avons une grosse opération de rénovation là, sur un des bâtiments de l'université. Nous essayons également, évidemment, pour les bâtiments neufs, d'avoir des actions qui sont exemplaires. Donc en interne, des actions fortes. Et évidemment, nous sommes également très impliqués par les activités de recherche au sein de l'université. Donc j'en veux pour preuve la collaboration que les équipes du laboratoire LASI ont avec des partenaires extérieurs, donc des partenaires comme EDF au travers du labo E4V Lab et également avec Tipeee au travers du labo Ripilab. Donc ça, ce sont vraiment de très très belles collaborations dont on va pouvoir mesurer, je dirais, les fruits aujourd'hui. Donc je pense que la journée va être très intéressante, très fructueuse, et je ne peux que vous encourager évidemment à rester toute la journée et à assister à toutes ces restitutions. Voilà, on a besoin évidemment de rénover, on a besoin de rénover massivement, on a besoin de rénover de façon efficace, efficiente. Quand on voit les statistiques de l'ADEME sur l'amélioration des performances après rénovation, en particulier pour les logements, on est quand même globalement assez déçu de ce que ça donne. Quand même une efficacité toute relative, malgré les sommes relativement importantes. Donc il est évidemment de première urgence de pouvoir définir des protocoles de rénovation, de pouvoir définir des process, des procédés et des matériaux qui soient performants et qui ne soient pas, j'ai envie d'être un peu provocateur, mais qui ne soient pas des arnaques scientifiques ou financières comme l'ont été les produits minces réfléchissants. Voilà, donc beaucoup de travail scientifique, pour arriver et beaucoup de travail rigoureux en collaboration avec les acteurs de la profession pour que tout le monde puisse monter en qualité et arriver à cette rénovation massive que nous devons mettre en place rapidement. Merci à vous, très belle journée.
Merci Patrice. Donc dans ces prises de parole introductives, j'ai invité Florian Battezzati de Tipeee à nous rejoindre, qui va peut-être nous indiquer un petit peu tous les partenaires dans ce projet Smart Réno. Ce sera l'occasion. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je vais remercier évidemment les financeurs du projet, donc l'ADEME, la DGEC et EDF, qui ont permis à toute l'équipe projet de se lancer dans cette aventure du projet Smart Réno. Donc l'équipe du projet, très rapidement, donc EDF R&D, le LASI de l'Université de La Rochelle, le LERMAB de l'Université de Lorraine, le LGPM de Centrale Supélec, le LOCI de l'Université Savoie-Mont-Blanc, le bureau d'études Wigwam et Tipeee. Donc nous avons collaboré pendant 3 ans sur ce projet. Je remercie toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette belle aventure. Je remercie aussi Camille et Wendy pour l'organisation de cet événement qui est déjà une réussite, je pense. Et Thierry Duforestel, qui est un petit peu l'architecte de tout ce projet, qui m'a demandé de parler à sa place ce matin, mais je pense qu'il aurait été tout à fait légitime. Et Christian Hinard, le coordinateur du projet. Christian, merci pour ta confiance. Et je finirai les remerciements vers les équipes de gestion administrative et financière, donc Aline et tous les gestionnaires dans chaque structure. Ça n'a pas été simple, les sujets administratifs et financiers, mais on s'en est assez bien sorti. Pour revenir sur la genèse du projet, donc en 2018, la question posée était comment massifier la rénovation performante, dans un contexte que tout le monde connaît, 5 millions de passoires énergétiques, précarité énergétique, l'impact environnemental du secteur de la construction, le fait qu'on légifère beaucoup sur la construction neuve, mais que finalement la rénovation est encore trop peu abordée au niveau réglementaire, et en tout cas qu'on en attend plus. Et donc on a proposé de répondre à ces enjeux de massification en travaillant sur 3 volets, sur des aspects de recherche. Le premier volet qu'on a intitulé « Fiabiliser la rénovation ». Donc il s'agit de mieux maîtriser les défauts de mise en œuvre qui existent. Mieux les maîtriser, c'est-à-dire savoir les quantifier. Quel est l'impact d'un défaut de mise en œuvre, d'une isolation par l'extérieur lorsque les panneaux sont mal jointifs, l'impact d'une mauvaise mise en œuvre de menuiserie, l'impact de la mise en œuvre de panneaux d'isolation qui ont été sujets aux intempéries et qui sont directement mis derrière les bardages. Ça, il faut savoir le quantifier. Donc, on a réalisé des expériences échelle 1, des calculs, pour pouvoir avoir des idées plus précises à ce niveau-là. Et sur le sujet de la fiabilisation, on a aussi travaillé sur les transferts hygrothermiques. Il y a encore des enjeux de connaissance des propriétés physiques des matériaux. Les transferts hygrothermiques, c'est très important en rénovation. C'est très vrai dans le bâti ancien, mais c'est finalement très vrai dans beaucoup de bâtiments. Et il y a encore des enjeux de mesure sur les essais normalisés de transfert à la vapeur d'eau. On voit que les méthodes sont plus ou moins adaptées en fonction de la nature des matériaux. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, en interlaboratoire avec tous les partenaires du projet. Donc ça, c'était le premier volet, la fiabilisation. Le deuxième volet qu'on a intitulé « Industrialisation de la rénovation ». La rénovation, aujourd'hui, elle est fortement tirée par l'offre. Et il y a finalement assez peu d'ingénierie dans les travaux de réhabilitation du logement, parce que là, sur ce projet, on parle de la réhabilitation du logement. Et il y a assez peu d'ingénierie, ou de l'ingénierie au cas par cas, qui peut être portée de temps en temps par des maîtres d'œuvre, des archives, des entreprises. Mais donc on fait ce constat, et parallèlement, on fait le constat qu'il y a aussi de plus en plus de données disponibles et exploitables, des données d'urbanisme, de cadastre, des données photos, des données de consommation, de courbes de charge sur les compteurs communicants, et que finalement, il est possible de générer de manière, disons, quasi automatique des scénarios de réhabilitation sur ces logements, sur des approches multicritères qui peuvent être, par exemple, la réduction de consommation versus le coût de travaux. Et grâce au numérique, à l'intelligence artificielle, on est capable de produire des choses quasi automatiques qui pourront accompagner soit les ménages dans leur parcours de rénovation, soit les entreprises qui vont prescrire des travaux. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et sur le troisième volet, on a souhaité travailler sur la valorisation de la rénovation. Aujourd'hui, le
premier geste qui guide la rénovation chez le particulier, c'est l'amélioration du confort. Il y a beaucoup d'études qui l'ont démontré, notamment l'enquête Trémy de l'ADEME. Or, ce confort, il est peu valorisé, il est peu objectivé, il est peu quantifié. Et donc, on a souhaité travailler là-dessus en réalisant des mesures d'amélioration de confort et de qualité d'air intérieur, avant, après rénovation, dans des logements, sur des maisons laboratoires, au travers de calculs, pour pouvoir justement apporter plus de crédit à cette valorisation du confort dans l'acte de rénovation. Donc voilà, ça, ce sont les 3 volets qui ont été proposés sur le projet en 2018. Alors depuis 2018, il y a eu quelques évolutions au niveau réglementaire. Déjà, on a eu l'évolution du DPE qui doit être plus fiable et plus lisible et qui doit traiter notamment ce sujet des passoires énergétiques. On a eu, alors en dehors du logement, mais on a eu aussi le décret tertiaire pour l'amélioration énergétique par palier des bâtiments de plus de 1000 m², des bâtiments tertiaires. On a aussi le service public de la rénovation. Donc ça, c'est plutôt le contexte réglementaire. On a eu le contexte sanitaire aussi, qui a quand même une importance. On a vu une forme de redéfinition du logement quand même avec la crise sanitaire, avec des besoins de fonctionnalités complémentaires dans les logements liés à tout ce qui est télétravail, mais aussi une vraie prise de conscience de la qualité de l'air et de la santé dans le bâtiment. On a beaucoup parlé dans les bureaux de problématiques de recyclage d'air, des problématiques de débit de ventilation, mais on sent qu'il y a un début de prise de conscience des enjeux de qualité d'air dans les logements également. Ensuite, techniquement, il y a eu aussi des évolutions depuis 2018. Il y a beaucoup de technologies numériques qui voient le jour. Il y a énormément de startups qui développent des solutions numériques dans le domaine du bâtiment. Et qui s'appuie notamment sur l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle est de plus en plus accessible, je dirais, pour ces solutions numériques, qui peuvent apporter des solutions sur le sujet de la réhabilitation. Et si on ajoute à ça le fait que les données sont de plus en plus accessibles, il y a une vraie démarche au niveau de l'État pour les données open source. Le CSTB travaille aussi beaucoup là-dessus. Et donc cette quantité de données, plus l'intelligence artificielle et tous ces outils numériques doivent pouvoir contribuer à la massification de la rénovation. Et le dernier élément de contexte, je dirais aussi qu'il y a ce sujet qui est plus récent sur les coûts matériaux, aujourd'hui sur la flambée des prix des matériaux, qui pose aussi beaucoup de questions sur les circuits de distribution, qui peut-être vont aller dans le sens aussi de circuits un petit peu plus courts, de massification d'utilisation de matériaux locaux, matériaux biosourcés, qui font aussi partie de la prise de conscience de la part des ménages de l'impact environnemental de leur projet de construction ou de réhabilitation. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les travaux du projet Smart Réno sous forme de présentation, sous forme de table ronde, sur des sujets techniques, des sujets plus sociaux, des sujets financiers. Voilà. Donc merci à tous pour votre participation et bonne journée. Merci Florian. Oui, on rentrera plus dans le détail en début d'après-midi sur les 3 volets. On va donner la parole au ministère de la Transition écologique via Hugo Sancho, s'il veut bien me rejoindre, donc, qui est à la Direction générale de l'énergie et du climat et qui est chargé de mission performance énergétique des bâtiments. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi de participer à ce colloque sur la rénovation énergétique et sur le programme Smart Réno, qui est un beau projet qu'on est fier de financer avec les certificats d'économie d'énergie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de massifier la rénovation énergétique efficace et de ce qu'on fait. Ça a été abordé dans le discours précédent, ce qui est fait au niveau réglementaire, au niveau du ministère de la Transition écologique pour massifier cette rénovation énergétique. Et ensuite, je serai très heureux d'assister donc à la présentation des 3 volets, des résultats de ce programme. Déjà, un point, je pense, pour mettre en contexte, c'est que j'ai quand même l'impression que dans les dernières années, il y a eu une vraie accélération des politiques de rénovation énergétique qui fait qu'on est plutôt... on a rattrapé un peu le retard et qu'on a pris de l'avance sur certains autres pays. Je rencontrais par exemple la semaine dernière des homologues au ministère de l'énergie et de l'économie allemand qui me disaient qu'ils étaient en retard sur nous et que sur pas mal de sujets, sur le DPE, sur les aides, sur l'accompagnement, sur les obligations d'interdiction de chaudière, etc., ils étaient intéressés par ce qu'on faisait et ils allaient s'en inspirer pour ce qui allait arriver avec la nouvelle coalition politique en Allemagne.
Donc déjà, c'est assez enthousiasmant et ça nous donne envie d'aller encore plus loin et d'aller encore plus vite, et notamment avec ce qui va ressortir de ce programme. Donc, si je reprends un peu toute la chaîne de la rénovation, au début, ça commence par le diagnostic et par les audits. Et il y a eu pas mal d'actualités, ça a été mentionné, sur le diagnostic de performance énergétique, qui sera plus fiable, qui sera opposable, et donc qui aura un vrai impact sur les différentes politiques, et qui en plus comprend à la fois l'énergie, mais à la fois le carbone, dans la vision de la transition climatique à horizon de la neutralité climatique en 2050. Ensuite, on a l'audit obligatoire pour les passoires énergétiques. On a l'audit obligatoire pour les copropriétés, qui va amener pas mal d'audits énergétiques à être faits et à permettre de créer des plans de travaux et des plans de travaux intelligents pour avoir des rénovations efficaces, performantes. On aura aussi le futur cahier d'information du logement, qui va compiler toutes les rénovations qui auront été faites et qui va permettre d'avoir une vision comme ça un peu à long terme sur une rénovation qui sera efficace, qui sera, si elle est faite par étapes, performante. Et donc ça, c'est le constat sur le diagnostic. Ensuite, les rénovations, on va les aider. Et là aussi, il y a pas mal d'actualités. Il y a MaPrimeRénov' qui a montré un élan formidable cette année, avec près de 700 000 ou 800 000 primes qui vont être engagées cette année, qui certes, sur ce point, sont principalement par geste pour le moment, mais on développe aussi pas mal la MaPrimeRénov' rénovation globale, avec l'uniformisation entre la rénovation globale de MaPrimeRénov' et Habiter mieux Sérénité, qui devient MaPrimeRénov' Sérénité au 1er janvier 2022. Sur le plan des certificats d'autonomie d'énergie, les fiches développent beaucoup et les coups de pouce se développent beaucoup aussi. Et on a notamment des coups de pouce rénovation performante en maison individuelle et en bâtiment collectif qui ont des impacts très forts et qui prennent très fortement et qui favorisent des rénovations qui pour le coup sont vraiment très performantes. On est sur moins de 55% d'énergie consommée minimum. Et donc les premiers résultats qu'on a montrent qu'en moyenne, ces coups de pouce divisent par 7 l'énergie finale du logement. Et donc ces aides ont été, dans le passé, il y a eu des erreurs qui ont été faites, elles ont été source de mauvais travaux, ça a été indiqué au début dans le premier discours. Et ça montre tout l'intérêt de vraiment faire attention à la qualité, aux malfaçons, à la façon dont c'est fait et à mettre en place des contrôles, des systèmes, des référentiels de contrôle pour contrôler l'attribution de ces aides et contrôler ces travaux. Mais récemment, on voit que la rénovation prend, et le dernier rapport du SDES, le rapport Trémy 2020, qui a été publié en début d'année, montre qu'on a eu 7 TWh par an d'économisés en 2019 pour 2,1 millions de travaux qui ont été aidés en 2019. Ce nombre de travaux augmente, les travaux sont plus performants, on passe d'aides aux fenêtres ou aux menuiseries qui rapportaient moins à des aides aux pompes à chaleur qui ont des gains énergétiques très importants et cette dynamique s'amplifie. Ça montre aussi qu'il est très important de faire attention à la fiabilité de ces travaux quand on accorde ces aides et que toutes ces aides devront être pérennisées sur la durée. On a aussi tout un volet d'obligations réglementaires qui ont été mises en place dans les dernières années avec les interdictions de location des passoires énergétiques, des logements F en 2025, G en 2025, F en 2028 et E en 2034. Ces interdictions de location de logements indécents vont créer et vont lancer des travaux avec, comme cette vision est pluriannuelle et en 2034, il faudra de toute manière sortir de la classe E. La vision qui est donnée à ces propriétaires, c'est bien sûr de réaliser des rénovations efficaces et de ne pas avoir à en refaire 5 ans après. On a aussi l'interdiction des chaudières au fioul qui arrivera en juillet 2022 et qui décarbonera massivement dans les 10 prochaines années les systèmes énergétiques dans pas mal de maisons. Et on a aussi le dispositif éco-énergie tertiaire pour le tertiaire, donc c'est moins le sujet de Smart Réno, mais sur tout ce qui est les bâtiments tertiaires avec moins 40% d'économie d'énergie
en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050. Donc on a tout un panel d'obligations réglementaires qui vont accélérer cette rénovation énergétique. Et enfin, et c'est primordial, on a toute la partie sur l'information et sur l'accompagnement à la rénovation énergétique, avec le service public de la rénovation énergétique France Rénov qui remplace les réseaux FER à partir de l'année prochaine. Un accompagnement qui sera démultiplié avec mon accompagnateur Rénov qui sera rendu obligatoire, donc les termes sont encore en train d'être discutés, mais qui sera rendu obligatoire pour les rénovations performantes et pour massifier ces rénovations qui soient performantes, qui soient efficaces. Et donc on voit, donc avec tout ce champ d'aide, d'obligations réglementaires, d'information et d'accompagnement, qu'on a tout un bouquet de politiques publiques qui permettent de massifier et de rendre plus fiables et de meilleure qualité les rénovations énergétiques. Mais il sera toujours essentiel de s'intéresser à la fiabilité, à la qualité. Et je pense que dans cette perspective-là, le projet Smart Réno qui s'intéresse aux détails et à la fabrique concrète de ces rénovations est très intéressant. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux de financer ce programme. Merci. Merci à vous. Et donc, un mot d'accueil sans l'ADEME ne serait pas un mot d'accueil. Donc, je vais appeler Étienne Marx à nous rejoindre, qui est ingénieur thématique enveloppe et ventilation au service bâtiment à Sophia Antipolis. Et voilà, vous avez le mot de la fin du mot de l'accueil. Bonjour à tous. Du coup, j'ai beaucoup moins de choses à dire parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites dans les discours avant moi. Tout d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir convié à cet événement. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je voulais surtout me consacrer sur un point. On parle beaucoup de massification. Donc ça, je pense que tout le monde a la conscience que la rénovation énergétique des bâtiments, à la fois logement et tertiaire, est un levier très important dans la transition écologique en cours et dans la lutte contre le changement climatique. Ça, je pense que tout le monde le sait. On parle de massification. Ce qui est peut-être un petit peu moins prégnant dans les discours, c'est qu'il faut, d'après la stratégie bas carbone, atteindre un parc niveau BBC en 2050. Et pour atteindre ce parc, il va falloir qu'on fasse des rénovations performantes et globales. Voilà, notamment, il y a une note qui a été publiée il y a quelques semaines par le ministère de la Transition écologique qui montre qu'effectivement, pour atteindre ces objectifs de la stratégie nationale bas carbone, il nous faudra essentiellement des logements en A ou B. Donc ça, on ne peut que appuyer. D'ailleurs, je salue l'intégration dans la loi climat et résilience de la définition de ce qu'est une rénovation performante et globale. Donc performante, du coup, maintenant, d'un point de vue réglementaire, ça veut dire qu'on va avoir un saut de classe pour atteindre des classes A ou B, donc ce qui irait dans le sens de la stratégie bas carbone, et également le traitement obligatoire des 6 postes de travaux. Donc c'est-à-dire les 4 postes d'isolation, murs, toiture, plancher bas, menuiserie, mais également la ventilation et le poste chauffage au feu sanitaire. Donc ça, c'est une avancée qui est assez importante. Je crois qu'il y a eu une réaction de Hugo, du coup. Mais... Ouais, alors c'est simplifié parce qu'effectivement, on n'est pas obligé d'atteindre la classe A ou B, suivant le niveau où on part, ou sinon, si on ne peut pas atteindre aussi le niveau B, on peut atteindre le niveau C. Merci pour la précision. Voilà. Du coup, je pense que du coup, ça c'est quelque chose qu'on partage, c'est un objectif. Malheureusement, actuellement, sur le terrain, malgré les dispositifs qui commencent à émerger sur la rénovation globale, notamment la fiche C2E ou les aides à la rénovation globale, on constate qu'on a encore très peu de rénovation performante et globale. Et notamment, je pourrais citer une étude qui a été soutenue par l'ADEME, qui va publier son rapport dans quelques temps, PerfinMind, qui a identifié seulement quelques milliers de maisons individuelles rénovées au niveau BBC en France. Donc on voit qu'il y a encore énormément de choses à faire sur ce point-là. Si je prends les chiffres de l'enquête Trémi, donc moi j'ai les chiffres là de 2017, on voit qu'on est encore essentiellement sur de la rénovation en monolo. On a très peu de projets encore qui permettent vraiment de faire des sauts de classe au niveau de DPE. On n'a que 25% des projets sur la période 2014-2016 qui permettaient de faire ces sauts de classe.
On a très peu de projets qui vont au-delà de 2 lots de travaux combinés. On en a seulement 35% de ces rénovations qui permettent de prendre en compte ces lots. Et on a aussi quelque chose qui est assez intéressant, c'est que pour 2/3 des ménages qui ont fait ces travaux de rénovation, pour eux, ils ne sont pas dans un schéma de rénovation globale. La plupart pensent qu'à partir du moment où ils ont fait 2 lots de travaux, ils ont atteint le maximum qu'ils pouvaient faire sur leur logement et ils ne vont pas aller chercher à faire des travaux sur les autres lots. Du coup, on voit que ces pratiques actuelles, elles constituent un risque important en fait, pour l'atteinte des objectifs nationaux. On risque d'avoir des parcours de rénovation qui sont non aboutis, si on se limite à quelques lots de travaux. On risque aussi d'avoir des performances qui sont non atteintes, pour 2 raisons principales, qu'on peut aboutir à des impasses sur des rénovations partielles et atteindre un niveau maximum de consommation, et on ne pourra pas diminuer plus que ça. Et on a aussi un souci sur les rénovations par étapes, qui est qu'on ne va pas forcément traiter toutes les interfaces entre lots de travaux, ce qui peut nuire à l'atteinte globale de l'objectif. Du coup, je vais me référer à une étude qu'on a publiée en début d'année, qui analysait les conditions nécessaires pour atteindre la performance BBC Rénovation ou équivalente à terme. Le résultat de cette étude montre que si on veut vraiment atteindre le niveau BBC au niveau du parc, il faut qu'on fasse des rénovations en maximum 2 étapes. Donc, essentiellement en regroupant dans une première étape tout ce qui est isolation et ventilation, et on peut repousser un petit peu à plus tard le post-chauffage. Donc voilà, je voulais juste insister là-dessus, sur le fait que c'est important de massifier. C'est important aussi d'avoir des rénovations qui vont à un niveau BBC ou équivalent. Voilà, il ne faut pas forcément faire que de la rénovation par geste et multiplier ces projets. J'avais un paragraphe sur tout ce qui était contexte favorable, mais ça a déjà été rappelé par mes prédécesseurs. Donc c'est vrai qu'on a un contexte réglementaire qui est très favorable en ce moment. On a un contexte économique aussi qui est favorable, avec l'ouverture des aides MaPrimeRénov' à de plus en plus de bénéficiaires. On a eu aussi le plan de le France Relance, qui a permis de rénover un certain nombre de bâtiments tertiaires. Donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc, et j'avais aussi tout un mot sur les pistes de travail, mais ça a été très bien dit aussi avant moi. C'est vrai qu'on a énormément de chantiers à mener si on veut atteindre ces objectifs, les objectifs de la stratégie bas carbone, que ce soit sur l'industrialisation de la rénovation, de la sécurisation des résultats, on en a parlé, que ce soit sur le parcours des particuliers, l'accompagnement qu'ils vont avoir, être sûr de pouvoir les accompagner jusqu'à la fin de leur rénovation. Il y a pas mal d'outils numériques qui sont à développer si on va aller de plus en plus loin, de plus en plus vite et massifier. Et il y a toute une partie, pour moi, il y a 2 points qui n'ont pas encore été abordés. Il y a toute une partie aussi sur le financement, de voir comment on peut aiguiller les financements vers la rénovation, comment on peut créer des dispositifs qui vont permettre d'avoir des effets de levier sur la rénovation et de financer le reste à charge de la rénovation, qui peut encore poser problème aujourd'hui malgré les aides publiques. Et un deuxième point, ça va être la formation aussi des professionnels. Alors par professionnel, on parle souvent des professionnels du bâtiment, mais j'entends tous les acteurs du bâtiment. Ça peut être aussi les diagnostiqueurs, les gens qui vont faire les audits, les acteurs de l'immobilier, les acteurs des copropriétés comme les syndics. Tous ces acteurs, il y a déjà pas mal d'actions qui sont menées, notamment dans le cadre des programmes C2E. Tous ces acteurs, il va falloir les faire monter en compétences et il va falloir aussi en former de plus en plus. Si on veut rénover l'ensemble du parc à 2050, on va avoir une demande énorme, donc il va falloir axer pas mal d'efforts sur tout ce qui était formation. Et juste pour finir, je voulais du coup saluer l'initiative des partenaires du programme Smart Réno d'avoir saisi l'occasion de la présentation de leurs résultats pour organiser cette journée, qui sera, j'espère, riche en échanges. En tout cas, les thématiques abordées, les axes en présence sont assez intéressants, donc je vais suivre avec intérêt le reste de la journée. Merci. Merci. Alors pour reparler de la formation, ce sera l'objet de la table ronde de cet après-midi. Alors merci pour toutes ces présentations et ce mot d'accueil. Maintenant, on va donner